Une dizaine de militaires de la RDC, la République démocratique du Congo, et 2 civils ont été abattus hier par des individus armés non identifiés non loin de l'Emera, dans le sud de la province du Sud Kivu. Ils faisaient partie d'un convoi d'agents de banque qui allaient payer les enseignants des écoles de l'Emera. Les assaillants ont emporté tout l'argent devant servir au paiement des enseignants. Pour des précisions, Timothée Donangmai a joint notre correspondant Ernest Muhero Guadede à Bukavu. Selon les informations de possession, l'attaque ou l'embuscade a eu lieu dans un escarpement qu'on appelle les escarpements de Nyakandongo, c'est précisément à 7 km de l'Emera. Et à cet endroit, il y aurait donc un convoi qui amenait les agents de la banque PMB pour pouvoir effectuer la paye des enseignants dans le moyen plateau de l'Emera. Ce Nyakandongo, c'est au sud de la province du Sud Kivu, entre Uvira et la Plaine. A-t-on une idée de l'identité des assaillants? Jusque-là, je ne dispose pas d'éléments sur l'identité des éléments qui ont attaqué, mais selon différentes sources que nous avons contactées, on sent que ce sont des gens qui savaient parfaitement que les convois vont passer par là. Selon des sources concordantes, aussi bien de l'armée que de la société civile, ces assaillants ont directement attaqué les véhicules où les militaires étaient donc en train d'escorter l'enveloppe salariale des enseignants. Pourquoi est-il nécessaire d'organiser des convois de payeurs pour la région? Évidemment, lorsqu'on parle de l'Emera, c'est une zone qui est assez éloignée des grandes villes. C'est pratiquement à presque 100 km de la ville de Bukavu. Et dans ces zones-là, il n'y a pas de banques, ni de succursales de banques. Donc, les banques chargées de la paie des enseignants doivent s'organiser, mettre l'enveloppe salariale dans un véhicule qui doit faire bien des kilomètres. Et pour cela, il requiert donc le convoi de l'armée pour pouvoir sécuriser cet argent. Et c'est quelque chose qui se fait chaque fin du mois pour que les enseignants touchent leur salaire. Il faut que ces convois soient sécurisés par le militaire. Et voilà, pour cette fois, donc il y a eu cette embuscade qui a été tendue à ces convois. Et il s'agit vraiment d'une somme, selon les informations, qui concernait des enseignants d'une trentaine d'écoles du moyen plateau et de l'Emera. Notre correspondant Ernest Muhero Guadede à Bukavu. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. À ce nouveau séisme sur la scène politique en RDC, après le coup de gueule des frondeurs du G7, Moïse Katumbi démissionne du parti au pouvoir. Le gouverneur du Katanga l'annonçait hier soir sur son compte Twitter. Vous êtes en ligne avec nous depuis Lubumbashi. Moïse Katumbi, bonsoir. Pour quelle raison quittez-vous le parti de Joseph Kabila? Bonsoir. J'ai décidé de quitter le PPRD. J'avais mes raisons que je mis sur mon compte Twitter, donc j'ai décidé de quitter le Parti du Peuple parce que je voulais sauvegarder la démocratie dans notre pays, parce que c'est une jeune démocratie, parce que nous tous, nous avons l'obligation de renforcer cette jeune démocratie. Alors aujourd'hui, l'opposition congolaise salue votre départ du PPRD. Est-ce que vous avez l'intention de rejoindre un autre parti, l'UDPS, le MLC ou encore le G7, ce groupe de frondeurs qui a récemment quitté la majorité? Non, pas du tout. Ce que je dis pour le moment, si j'étais entré dans le parti, c'était pour qu'on puisse respecter la Constitution. Et ce qu'on est en train de voir ces derniers jours, par exemple, la nomination de commissaires spéciaux, ce n'est pas dans notre Constitution. Nous sommes nous-mêmes en train d'énerver notre Constitution. Et nous sommes en train d'aller tout droit au glissement et un jour on nous dira que le glissement est constitutionnel. Donc en tant que démocrate, je me suis dit je ne vais pas me taire parce que ce n'est pas la première fois. Ça fait plus ou moins 3 ans que je suis en train de partager avec mes frères du PPRD, j'ai partagé avec eux et j'ai toujours eu ma position de dire nous devons respecter la Constitution et les sacrés, c'est une jeune démocratie. Alors aujourd'hui, l'opposition congolaise salue votre départ du PPRD. Est-ce que vous avez l'intention de rejoindre un autre parti, l'UDPS, le MLC ou encore le G7, ce groupe de frondeurs qui a récemment quitté la majorité? J'ai dit moi-même que j'allais prendre un petit repos. Je vais réfléchir, mais je serai disponible
je serai à l'écoute de toute la population et donc je vais réfléchir sur mon avenir politique et je vais aussi être à côté de toutes les forces vives de la nation pour me battre pour que nous puissions renforcer notre jeune démocratie et surtout lutter pour la liberté d'expression et aussi travailler avec la société civile, avec la majorité aussi présidentielle et aussi les gens de l'opposition, ainsi que le groupe de G7. Je vais travailler avec tout le peuple congolais. C'est une lutte, c'est notre lutte. Nous devons vraiment sauver cette jeune démocratie. Merci pour cet entretien, Moïse Katumbi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Stuttgart doit rendre dans quelques minutes, à 10h pour être précise, son verdict dans le procès d'Ignace Mourouanachiaka et Straton Musoni. Oui, ces deux hauts dirigeants des FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, comparaissent pour 39 chefs de crimes de guerre et 26 de crimes contre l'humanité, des crimes qu'ils auraient commandités ou tout du moins pas empêchés entre 2008 et 2009 dans l'est de la République démocratique du Congo alors qu'ils vivaient en exil en Allemagne. La directrice du plaidoyer au sein du programme Justice internationale de l'ONG Human Rights Watch, Géraldine Mathioli-Zeltner, fait le bilan de 4 ans d'audience. Ce procès, c'est un procès hors du commun pour l'Allemagne. Et puisque c'est un procès hors du commun, nous pensons qu'une démarche hors du commun devrait être prise par le procureur, le porte-parole de la Cour, peut-être les juges et les avocats pour expliquer le verdict. Donc c'est pas nécessairement quelque chose qui se fait en Allemagne ou dans d'autres pays, mais de notre point de vue, c'est quelque chose qui devrait être fait dans cette affaire. C'est un procès qui a été long et difficile. Est-ce que selon vous, vous étiez présente sur place régulièrement? Est-ce que la justice allemande s'est montrée à la hauteur de ce procès? Je crois que c'est très clair qu'il y a encore un certain nombre de choses à améliorer dans la façon dont ces procédures se tiennent. Ce sont des procédures vraiment difficiles et uniques, puisqu'on s'intéresse à des crimes qui se sont passés il y a quelques années, très loin, dans une culture différente, dans une langue différente. Donc il y a des problèmes qui sont posés au niveau des traductions, par exemple, de l'interprétation de ce que les témoins disaient. Donc certainement, je crois qu'il y a une marge de manœuvre pour améliorer ce type de poursuite. Selon vous, ces difficultés, elles n'entachent pas la crédibilité de la décision qui va donc tomber aujourd'hui? Je ne crois pas. On va voir ce que les juges ont à dire, mais on s'est rendu compte que les juges, évidemment, écoutaient très très attentivement ce qui se disait, les différents témoins. Le nombre de charges qui étaient portées à l'encontre des accusés a été diminué au cours du procès, puisqu'on avait commencé avec plus de 18 incidents différents de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ces charges ont été réduites à seulement 4. Les accusations à l'encontre de Straton Musoni ont également changé au cours du procès et donc je crois qu'on va tous écouter avec beaucoup d'attention évidemment le raisonnement de la Cour derrière son verdict. Mais j'ai l'impression que chaque partie a pu se défendre vigoureusement et qu'il y a des enquêtes en profondeur qui ont été menées par les officiels judiciaires allemands. C'était Géraldine Mathioli-Zeltner, directrice du plaidoyer au sein du programme Justice internationale de l'ONG Human Rights Watch. Elle était au micro de Tamara Wackernagel et nous suivrons bien sûr de très près le déroulement de ce procès puisque le verdict est attendu aujourd'hui à Stuttgart. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Moïse Katumbi a démissionné du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, parti au pouvoir. Cette démission a été annoncée ce mardi 29 septembre. L'ancien gouverneur de la province du Katanga considère qu'il y a une volonté manifeste au sein de la majorité présidentielle de retarder la tenue des prochaines élections. Aujourd'hui, j'ai informé le secrétaire général du parti de ma démission du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Au moment où nous, peuple congolais, entrons dans la dernière ligne droite du dernier mandat constitutionnel du président de la République, les faits indiquent que depuis maintenant 1 an, tout est mis en œuvre pour ne pas respecter la Constitution en entretenant retard, flou et illisibilité du cycle électoral et en élaborant une stratégie de glissement des dates des scrutins. La démission de Moïse Katumbi du parti au pouvoir n'est pas la première en l'espace d'1 mois. Le 14 septembre, un groupe de personnalités dénommé G7 avait adressé une lettre ouverte au président de la République lui demandant de respecter la Constitution en affichant clairement sa volonté de ne plus se représenter pour un 3e mandat. La confusion au sein de la majorité, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. La confusion au sein de la majorité, sa division interne, pour ne pas parler de sa déliquescence, n'est-ce pas, démontre à suffisance les déficits du débat démocratique au sein de la majorité.
Comment ceux qui gouvernent souffrent-ils de déficit démocratique et c'est considéré comme des démocrates? Espérez que le peuple congolais fasse confiance de ce point de vue. Moïse Katumbi a battu campagne en faveur du président Joseph Kabila pour son élection en 2006 et 2011. Élu de l'ex-province du Katanga en 2006, il est désigné par l'Assemblée provinciale gouverneur de la province la plus riche de la République démocratique du Congo. Les relations entre Moïse Katumbi et les partis présidentiels se sont dégradées depuis 2014 quand celui-ci s'est affiché contre la modification de la Constitution pouvant accorder un troisième mandat au président Kabila. En quittant le PPRD, Moïse Katumbi quitte aussi le gouvernorat de la nouvelle province du Haut-Katanga. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Ignace Mourouana Chikia et Straton Moussoni, deux leaders des FDLR, rebelles hutus rwandais, ont été condamnés respectivement à 13 ans et 8 ans de prison par un tribunal de Stuttgart où ils comparaissent depuis le 4 mai 2011. Idriss Fall, a joint sur place à Stuttgart Géraldine Mathioli-Zeltner de l'association Human Rights Watch. Ce sont des peines qui sont quand même des peines importantes, mais elles s'expliquent, je dirais, en partie parce que il y a un certain nombre de charges qui ont dû être abandonnées pendant l'enquête. C'est important de rappeler que Mourouana Chaka a été condamné pour avoir aidé la commission de crimes de guerre et pour avoir dirigé un groupe terroriste, tandis que Moussoni n'a été condamné que pour, si je puis dire, la direction d'un groupe terroriste et pas pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc c'est peut-être le fait que pas toutes les charges qui avaient été apportées par l'accusation dans cette affaire ont été finalement retenues au moment du jugement qui peut expliquer les peines qui ont été prononcées ce matin. Pour rappel, Mourouana Chaka, c'était qui? Alors Mourouana Chaka, c'était donc le président de ce groupe rebelle rwandais qui est présent à l'est du Congo, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Il a été le président de ce groupe depuis 2001. Mourouana Chaka vivait en Allemagne depuis les années 90 à peu près, mais il tirait les ficelles, si on peut dire. Il était en contact très régulier, comme les juges l'ont rappelé ce matin au moment du verdict, avec les dirigeants militaires du groupe armé à l'est du Congo. Il dirigeait, lui, je dirais, la branche politique en émettant des communiqués de presse, par exemple, ou en participant à des négociations internationales qui ont pu être organisées avec les FDLR. Et son adjoint, Moussoni? Alors Moussoni était le vice-président du groupe et ce matin, les juges ont discuté dans les détails son rôle dans les FDLR en expliquant, par exemple, qu'il y avait des contacts très fréquents entre Mourouana Chaka et que Mourouana Chaka avait dit que si un jour il n'était plus en mesure d'être le président du FDLR, alors Straton Moussoni pourrait le remplacer. Donc les juges ce matin ont dit que définitivement Straton Moussoni faisait partie de la direction de ce mouvement des FDLR et avait contribué à ses objectifs politiques et à la recherche par exemple de financement pour le groupe. Mais c'est la première fois qu'un ancien chef rebelle est condamné par un tribunal allemand? Alors c'est beaucoup de premières fois, si on peut dire. C'est la première fois qu'il y a justice pour les crimes des FDLR. Les FDLR qui opèrent depuis des années à l'est du Congo en toute impunité. Donc c'est un verdict qui à notre sens est très important pour les victimes et qui devrait être un signal fort pour les autres dirigeants de ce groupe qui sont toujours actifs à l'est du Congo. C'est aussi une première pour l'Allemagne, dans le sens où c'est la première fois qu'une loi qui a mis en œuvre le statut de la Cour pénale internationale en droit allemand est utilisée pour juger des crimes qui ont été commis à l'étranger. C'est une première à tous les niveaux. Et Géraldine Mathioli-Zeltner de l'association de l'organisation Human Rights Watch à Stuttgart en Allemagne. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Campbell Touré. Direction Kinshasa pour recueillir la réaction de la population après la condamnation de 2 chefs de la rébellion FDLR par la justice allemande. Ignace Mourouana Chaka et Straton Moussoni écopent respectivement de 13 et 8 ans de prison pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis dans l'est de la République démocratique du Congo. Poli Mouzalia, notre correspondant à Kinshasa. Ce procès qui a débuté depuis 2011, on n'en parlait pas beaucoup dans les médias congolais, déplore Bienvenu, un habitant de Kinshasa, qui se réjouit tout de même de ce verdict. Non, on dirait que ça n'intéresse même pas nos autorités. On a suivi ça par les radios étrangères, mais ici au pays, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas, on n'informe pas même. La population n'est même pas informée qu'il y a des chefs présumés des FDLR qui ont été jugés. Oui, je suis satisfait que les gens qui ont commis des meurtres, des histoires aux populations qui puissent être condamnés, ça, c'est une bonne chose. Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, salue lui aussi cette condamnation. Il demande toutefois aux autorités congolaises de lancer des poursuites judiciaires
contre les autres responsables des FDLR. Georges Kapiamba. Les mêmes réactions sur le plan de la justice doivent être réalisées aussi au niveau de la RDC pour que l'impunité des plus hauts responsables qui sont impliqués dans des crimes internationaux puisse être combattue comme il se doit. Les condamnés sont Ignace Mourana-Chiaka et Straton Moussoni. Arrêtés en Allemagne depuis 2009, ils viennent d'être déclarés coupables de crimes de guerre et de direction d'un mouvement terroriste. Ce mouvement qualifié de terroriste, c'est le FDLR, un groupe armé rwandais qui depuis 20 ans terrorise les populations de l'Est du Congo. C'est d'ailleurs pour ces crimes commis en RDC que ces personnes ont été condamnées par la justice allemande. Poli Mouzali à Kinshasa, BBC Afrique. Et restant en République démocratique du Congo pour dire que le procès pour subornation de témoins de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale s'est ouvert. Le but était, selon la procureure de la CPI, d'obtenir son acquittement dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés en RCA ouvert en 2010. 4 autres personnes sont poursuivies. Les 5 hommes ont donc plaidé non coupables. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. C'est un projet de loi qui cristallise les débats en RDC, celui sur le référendum. 2 députés de la majorité présidentielle ont déposé ce projet de loi à l'Assemblée nationale le 26 septembre 2015. Si ce projet suscite des remous au sein de l'opinion congolaise, c'est parce que la Constitution ne prévoit que 3 cas de figure pouvant entraîner l'organisation d'un référendum en RDC. Celui pour changer la capitale, celui pour changer les frontières du pays ou encore celui pour modifier la Constitution. Du coup, au sein de l'opposition congolaise, ce projet de loi inquiète. Ici, on y voit une manœuvre du pouvoir en place pour modifier la Constitution afin de permettre au président Joseph Kabila de briguer un 3e mandat. Nous les voyons venir, ils veulent organiser un référendum. Je vous assure que notre peuple sera mobilisé et je vous parle comme le modérateur de la dynamite de l'opposition. Nous allons nous réunir pour barrer la route à ces imposteurs de dernière minute. Ils veulent troubler les eaux alors que notre peuple n'attend que les élections, pas autre chose. Pour la majorité présidentielle, ces inquiétudes ne sont pas fondées. Pour eux, s'ils souhaitent organiser les élections, c'est avant tout pour offrir un meilleur cadre juridique au Congo. Je tiens à vous rappeler que le référendum ne concerne pas nécessairement une révision de la Constitution. Ça, c'est de l'agitation politicienne. Il n'y a pas d'État sans loi référendaire, que ce soit en France ou aux États-Unis ou partout. Parce qu'en 2005, nous avions rédigé à la hâte, donc la RDC avait rédigé à la hâte un projet de loi qui venait du gouvernement pour organiser le référendum concernant la révision constitutionnelle. L'élection présidentielle est prévue en 2016 en République démocratique du Congo. Là-bas, la Constitution interdit au président d'exercer plus de 2 mandats. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Judiciaire, Ignace Mourana-Chiaka et Straton Moussoni ont été reconnus coupables par un tribunal de Stuttgart, dans le sud-ouest de l'Allemagne, d'avoir commandité des crimes commis en RDC par les combattants hutus-rwandais des FDLR. Le premier, Mourana-Chiaka, a écopé de 13 ans de prison et le second de 8 ans pour crimes de guerre, ce qui a suscité des réactions dans l'est de la République démocratique du Congo où les FDLR sont toujours présentes. Les habitants de Beni rencontrés par notre correspondant sur place, John Kanyunyu, ne sont pas tous satisfaits du verdict de la justice allemande. Oui, je réponds au nom de Mopaya Betouma, enseignant de Cité SL. Le verdict là n'est pas convenable puisque ces gens viennent de nous causer des torts dans notre pays, des massacres, mais qu'il fallait quand même qu'on soit condamné à mort. En tout cas, nous sommes d'ici avec cette justice. Je m'appelle le maître Patience Kaindo. Je suis défenseur judiciaire pour les tribunaux de Beni et Butembo. Je ne sais pas si cette peine va soulager nos mamans qui ont été victimes ici. Et je ne comprends même pas la justice allemande. Peut-être ils ne prennent pas en considération nos souffrances ici en RDC. Pour moi, nous sommes déçus et désolés de cette peine. Il fallait une servitude pénale et que nos familles victimes ici soient indemnisées. Il fallait, nous avons besoin de dommages et intérêts parce que cette peine ne vaut pas le DI. Oui, je m'appelle Ange Azania, restaurateur. Moi, je crois que la justice allemande a fait son travail, attaquer justice. Mais ce qui est mieux, ce sont des criminels du Congo, pas de l'Allemagne. Il faut l'amener au Congo pour que la loi congolaise puisse les juger.
Je m'appelle Georges Moïsa, je suis aviateur. En Allemagne, c'est très loin de la République démocratique du Congo. Ça ne va pas nous aider sur le terrain, puisque les FDLR continuent avec leurs exactions ici en République démocratique du Congo. Laforge, fils Bazieye, porte-parole des FDLR toujours en service, dénonçait hier à notre micro un procès politique dans lequel il voyait la main des autorités de Kigali. À l'énoncé du verdict contre Straton Musoni et Ignace Murwanashaka, les autorités rwandaises ont réagi positivement. Écoutez le ministre rwandais de la Justice, Buzinye Johnston, joint par nos confrères du programme anglophone de la Deutsche Welle. Is one of satisfaction because justice has been done to the victims of FDLR. Ma réaction, c'est la satisfaction car justice a été faite aux victimes des FDLR pour la période dont s'occupait le procès. Mais ce n'est qu'un pas dans la lutte contre l'idéologie génocidaire que les FDLR continuent de propager après avoir commis ici un génocide en 1994. Donc, c'est un pas dans la bonne direction dans la lutte contre le génocide et l'idéologie du génocide. Un nouveau procès pour l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. Il s'ouvre ce matin devant la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas. L'ex-chef rebelle congolais doit répondre de subornation de témoins en marge de son procès pour crime de guerre. 4 ressortissants congolais suspectés des mêmes faits sont aussi accusés. Il s'agit du premier procès de ce type pour la CPI entrée en fonction en 2003. En bref encore, à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, nouvelle audience du procès de 23 Bantous et 10 Pygmées. Ils sont accusés de crimes contre l'humanité et génocide pour des faits commis lors de violences interethniques entre les deux communautés au Katanga, dans le sud-est de la RDC depuis 2013. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. 5 civils ont été tués dans 2 nouvelles attaques dans la région de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, frappée depuis près d'1 an par une succession de tueries attribuées à des rebelles ougandais des ADF, a appris hier l'AFP auprès des autorités locales. Les corps de 3 personnes tuées à la machette ont été retrouvés mardi matin près de Mbao, à une vingtaine de kilomètres au nord de Béni, dans le nord de la province du Nord Kivu, a déclaré l'administrateur du territoire de Béni, Amissi Kalonda. Toujours selon M. Kalonda, 2 autres personnes, des conducteurs de moto, ont été tuées un peu plus au sud dans l'après-midi par balle. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, le divorce semble consommé entre Moïse Katumbi et le président Joseph Kabila. Le gouverneur du Katanga a démissionné à la fois du gouvernorat et du PPRD, le parti du président congolais. Une démission qu'il a annoncée via son compte Twitter, lancé il y a une dizaine de jours. Dans son communiqué, Moïse Katumbi dénonce des dérives inacceptables depuis environ 1 an. Il affirme son refus de retarder le processus électoral et dénonce également les tentatives de Joseph Kabila pour modifier la Constitution et se maintenir au pouvoir. Avec cette annonce, Moïse Katumbi rejoint le rang des frondeurs du parti présidentiel et confirme au passage ses ambitions politiques. Écoutez l'analyse de Jean-Jacques Wando Omanyundu, chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Il est également spécialiste des questions politiques et sécuritaires en RDC. Je l'ai joint dans l'après-midi. C'est une candidature indirecte, mais ça fait partie d'une stratégie de communication politique. Parce qu'il faut laisser le suspense, il faut essayer de centrer l'information autour de soi plutôt que faire une déclaration en une fois. Et il ne faut pas perdre de vue qu'en décembre de l'année passée, il était revenu d'une longue absence dont on disait médicale, et au retour, il a lancé l'histoire avec la parabole des 3 faux pénaltys. Et le public l'a interprété comme si il faisait allusion à 3 mandats de Kabila. Donc c'était une façon de préparer psychologiquement la population. Et ici, je pense qu'il passe dans une deuxième phase où il va annoncer ses intentions politiques en fonction aussi de l'évolution du processus électoral. Est-ce qu'il doit parler de la présidentielle alors que l'agenda est flou? C'est pour cela que dans sa déclaration, il parle de toutes les manœuvres qui sont faites pour pouvoir retarder les élections. Donc il veut d'abord fustiger le processus électoral avant de se porter candidat. Alors il aurait pu...
Il aurait pu aussi se joindre aux dissidents qui ont déjà pris position il y a déjà quelques mois, enfin pendant l'été, le fameux G7. Est-ce qu'il s'agit là seulement d'ambition personnelle? C'est pour ça qu'il rejoint le mouvement un peu tardivement? Non, je pense que ce sont deux choses séparées, mais qui quelque part vont se converger quelque part. Stratégiquement, je pense que Katumbi était peut-être dans une situation politique ou sécuritaire de faiblesse, où il n'avait peut-être pas encore peaufiné ou ficelé sa stratégie pour les présidentielles de 2011 et pouvoir s'annoncer comme ça, surtout en début d'une législature, c'était un peu risqué. Dans certains milieux, depuis 2011, il a déclaré vouloir, en 2016, si Kabila se reste au pouvoir, ce ne sera pas ni contre Tshisekedi, ni contre Jean-Pierre Bemba ou tout autre opposant, mais ce sera le problème entre Kabila et moi, Katumbi. Ajoutons que le parti au pouvoir a qualifié la démission de Moïse Katumbi de non-événement. Sur son compte Twitter, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a estimé que cette annonce n'était pas surprenante étant donné qu'il avait multiplié ces derniers mois les déclarations hostiles et calomnieuses à l'encontre du président et de la majorité. Fin de citation. On reste dans la région avec la remise d'un prix ce week-end d'un professeur congolais. Le prêtre Roger Mpongo reçoit le prix 2015 de la Fondation SER pour son travail de consolidation de la paix et de résolution des conflits dans les Grands Lacs. Pour aider les jeunes de la sous-région à avoir un avenir meilleur en dépit des conflits, il dirige le foyer de paix des Grands Lacs et c'est justement pour cette initiative que Roger Mpongo, qui enseigne également à l'université catholique Mouressa dans le Sud Kivu, se voit décerner ce prix de la fondation SER, Subjective Experience Research, une fondation basée en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas. Il s'agit du deuxième prix décerné au professeur Roger Mpongo que je vous propose d'écouter au micro de Carole Assignon. Le prix que nous recevons est intitulé donc un prix sur la pédagogie de la thérapie par le travail. C'est tout le travail d'accompagnement, d'écoute, d'engagement avec les jeunes qui étaient dans les milices armées de la Raïa Mutomboki, comme on les appelle, spécialement qui viennent de Bunyakiri, un coin reculé dans la forêt, et qui sont devenus pour moi une priorité par rapport à ces jeunes dont l'avenir est complètement gâché parce qu'ils ont été obligés de prendre les armes. J'ai proposé un cadre où ces jeunes peuvent apprendre les métiers professionnels, la maçonnerie, la menuiserie, la mécanique automobile, les donner un peu de compétences pour avoir accès au travail et du travail, une stabilité sociale qui les donne encore la joie de découvrir ou de penser l'avenir de manière positive et engagée. Oui, et justement, l'Est de la RDC reste quand même une région assez instable avec des groupes rebelles qui s'en prennent à la population locale. Mais il y a aussi les hommes d'église qui sont pris pour cible. Oui, justement, je reçois ces prix dans les moments difficiles parce que j'en parle comme ça, mais le 14 septembre passé, l'archevêque de Bukavu, qui est mon évêque, a échappé à un attentat, par exemple. Mais je me dis, essayons d'interpeller en même temps ceux qui ont plus de moyens à comprendre qu'il y a des potentialités au Congo, il y a des capacités au Congo, on peut sauver des vies humaines, on peut éduquer les jeunes à ne pas copier la haine et la rancœur. Actuellement, la RDC se prépare pour des élections et la situation sur le plan politique est également tendue, avec plusieurs appels lancés pour que le président Kabila ne s'accroche pas au pouvoir. Est-ce qu'à ce niveau également, vous avez des inquiétudes quant à l'issue de ce processus électoral? Est-ce que vous craignez que cela débouche sur des violences? Bien sûr, la peur habite tous les cœurs des Congolais. Mais en même temps aussi l'espérance qu'on a une histoire très longue, douloureuse, et que c'est une étape qui peut être douloureuse, mais qui est une voie incontournable pour une jeune démocratie. Le travail qui nous revient, c'est le travail éducatif. On sait que ça prendra du temps pour que l'avenir puisse aussi porter la marque de notre touche personnelle. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Bonjour à tous et à toutes, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 1er octobre 2015, en direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres. Au Burkina Faso, le président Kafando souligne que le pilonnage du camp du RSP à Ouagadougou n'a fait aucun mort. Au moins 1600 morts depuis juin, le bilan des attaques de Boko Haram en Afrique de l'Ouest et du Centre, selon Amnesty International. Human Rights Watch demande à la RDC de réformer de toute urgence son système judiciaire afin d'assurer des procès équitables pour les crimes graves. La Russie et les États-Unis d'accord pour des discussions entre militaires pour éviter des incidents suite aux premières frappes aériennes russes en Syrie.
Dans le nord de l'Afghanistan, l'armée a repris ce matin une bonne partie de Kunduz aux mains des talibans depuis lundi. Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, après avoir ordonné l'assaut qui a permis de chasser le RSP de son camp de Nabakom II, le président de la transition y a fait un tour pour encourager les soldats loyalistes. Michel Kafando a tenu à souligner que le pilonnage du camp Nabakom II n'a pas fait de mort, ni chez les éléments du RSP, ni chez les loyalistes. Reportage de notre correspondant sur place, Zoumana Wonogo. Sur place, les constats ne donnent pas lieu à un champ de bataille de désolation. Seulement des portails défoncés par-ci, des guérites calcinées par-là. Pas de cadavres qui jonchent la place. Le président de la transition, Michel Kafando, explique cela par le professionnalisme de l'armée burkinabé. Honneur à cette armée nationale qui a réussi la prouesse tenant de miracle de mettre fin à la rébellion sans perte en vie humaine, ni du côté des loyalistes, ni du côté des insoumis. Le Burkina Faso revient de loin et cette crise RSP porte en elle le nouveau Burkina, selon les mots du président Michel Kafando. L'honneur est sauf pour notre vaillante armée nationale. Plus de RSP pour l'humilier à toute épreuve, plus de RSP arrogant et dominateur. Une page de notre histoire est ainsi tournée. Le nouveau Burkina est en marche. Restons mobilisés à l'appel de la nation pour la poursuite du processus électoral dont nous fixerons très bientôt les nouvelles échéances en concertation bien sûr avec les partis signataires de la charte. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique. En République centrafricaine, la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, est rentrée mercredi à Bangui. Les barricades érigées depuis le week-end dernier par des manifestants ont été levées hier à Bangui sur plusieurs axes routiers, signe tangible d'une diminution des violences et des tensions dans la capitale centrafricaine. Les violences ont fait au moins 36 morts et près de 30 000 déplacés depuis samedi, après le meurtre d'un conducteur musulman de mototaxi, et forcé la présidente de transition à écourter son séjour à New York, où elle assistait à l'Assemblée générale des Nations unies. Les manifestants exigent notamment sa démission alors que les élections présidentielles et législatives devant clore la transition prévue dès octobre vont devoir être une nouvelle fois reportées selon l'AFP. Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits de l'homme basée aux États-Unis, a appelé aujourd'hui la République démocratique du Congo à réformer de toute urgence son système judiciaire afin d'assurer des procès équitables pour les crimes graves. Cet appel découle d'un rapport de l'ONG sur le procès Minova, emblématique selon elle des lacunes de la justice congolaise en matière de poursuite des graves crimes internationaux. Pour Human Rights Watch, ces lacunes persistent malgré des années de soutien international. Minova est une localité de la province du Sud Kivu, théâtre en novembre 2012 pendant 11 jours de viols, meurtres et pillages commis par des soldats des forces armées de la RDC en déroute face à la rébellion du mouvement du 23 mars, finalement défaite en novembre 2013. En mai 2014, une cour militaire spéciale a rendu son verdict sans appel pour les 39 militaires jugés. Sur 25 accusés de viol, seuls 2 ont été reconnus coupables de ce crime. 22 ont été condamnés pour violation des consignes, pillage ou vol de munitions et 1 pour meurtre. Aucun des 14 officiers qui avaient été poursuivis pour manquement à leurs devoirs n'a été condamné. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, la démission du gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, du parti au pouvoir, suscite encore des commentaires, bien que le PPRD, parti du président Joseph Kabila, parle d'un non-événement. Pour une réaction, Eddie Sango a joint le président de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kiyungu wa Kumwanza. C'est du moment où certains commencent même à penser à tripatouiller, à revoir la Constitution, là, ça nous inquiète. D'abord, je lui rends hommage en tant que membre du G7. Je lui rends un vibrant hommage parce que il a démontré combien il est un homme de parole, un homme sérieux. Deuxièmement, effectivement, il a constaté que dans les camps de la majorité, il n'y a pas
l'honnêteté, une sorte de malice, mensonge et hypocrisie. Voilà pourquoi il a trouvé que ce n'était pas un milieu où il pouvait rester. Monsieur Moïse est resté ambigu quant à une probable candidature à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que c'est pour se présenter ou pour confirmer une candidature à l'élection présidentielle? Non, pas nécessairement. Concrètement, nous voulons dire au niveau de G7 que jamais la majorité ne s'est prononcée pour l'alternance, c'est-à-dire le changement des hommes qui sont en place, remplacés par les autres et par le système électoral. Par contre, il se trouve des hommes divers, des hommes providentiels. Vous accusez les autres membres du pouvoir d'entretenir un flou quant aux élections. Est-ce que ce n'est pas le cas avec vous? Quelle est votre position par rapport à ces élections? Est-ce que vous ne vous positionnez pas vous-même déjà pour être candidat? Quand je dis vous-même, c'est-à-dire est-ce que vous avez un candidat pour les G7 à la prochaine élection? Nous pouvons avoir l'idée d'avoir un candidat. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est le respect de ce que notre Constitution, que nous avons nous-mêmes adopté tous, c'est ça que nous voulons. Nous voulons qu'on respecte cette Constitution, qu'on accepte qui est l'alternance politique. Ce n'est pas parce que nous avons un candidat à présenter, alors que c'est notre droit, mais ce que nous voulons est que les règles du jeu soient respectées. C'était Gabriel Kiungu wa Kumwaza, président de l'Assemblée provinciale du Katanga en République démocratique du Congo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La démission de Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga que nous avions eu hier en direct dans le Journal de l'Afrique, fait la une de la presse au Congo. L'opposition voit d'un bon œil ce qu'elle considère comme un ralliement à sa cause de cet ancien poids lourd du parti, Joseph Kabila, alors que les autorités de Kinshasa, elles, minimisent cette défection. Regardez le reportage de Thomas Nicolon. La démission fracassante de Moïse Katumbi l'a officiellement laissé de marbre. Le porte-parole du gouvernement tente de minimiser ce départ du grand rival du président est un non-événement. C'est un choix libre qu'il a sûrement pensé depuis longtemps, puisque ça fait plus d'une année qu'il s'est manifesté par des déclarations en contradiction totale avec les positions de notre famille politique. Vous savez, nous sommes en démocratie. Nous nous étonnions d'ailleurs qu'il soit resté si longtemps en fonction. Du côté de l'opposition, on applaudit. L'un de ses leaders espère que le désormais ex-gouverneur du Katanga ira plus loin encore contre un possible troisième mandat du président Kabila. Nous saluons le courage d'un homme qui a pris un engagement patriotique et qui nous a rejoints dans le cercle de ceux qui considèrent que dans ces pays, il faut défendre la Constitution. Les actes qu'il pose depuis un certain temps imposent l'admiration de tout le monde et je crois qu'il est le bienvenu. Dans les rues de Kinshasa, ce coup de tonnerre politique est également largement commenté. Je pense qu'il a eu le temps de faire le bilan de la gestion de la famille au pouvoir. Et sa conclusion, c'est un bilan négatif. C'est normal qu'il parte. Pour moi, c'est un exemple que les autres collègues de Moïse Katumbi puissent emboîter des pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus intelligents que ceux-là qui sont jusqu'à aujourd'hui, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. À bientôt, 1 an des élections, il est trop tôt pour savoir si Moïse Katumbi sera candidat. En tout cas, une chose est sûre, il tourne le dos à son grand rival Joseph Kabila et cela redéfinit le paysage politique congolais. Et on va parler de la situation juste en face de Kinshasa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Et Fréjus Kenam vous propose cette semaine un débat sur le procès en Allemagne de 2 responsables de la rébellion hutu-rwandaise des FDLR, un procès qui s'est terminé en début de semaine. Les faits incriminés remontent à des années en arrière et se sont déroulés à des milliers de kilomètres de Stuttgart, où le verdict a donc été rendu. Justement, quelle valeur attribuer à un procès qui se déroule si loin du lieu des faits et comment s'effectue la recherche de preuves? Quelle garantie pour un procès équitable? Une question aux invités
Olivier Gerdankel, expert à l'Institut allemand de la recherche sociale, François Manga Akoa, spécialiste des relations internationales et stratégiques, et Mouyala Cheyembe, professeur de géopolitique, spécialiste du droit international humanitaire. C'est lui qui intervient en premier. Les opinions de ceux qui, à tort ou à raison, pensent que le jugement a eu lieu loin de populations victimes, dans une langue allemande que ne parlent pas ces gens-là, etc., etc. Tout cela, à mon avis, est périphérique. Il faut saluer, féliciter le gouvernement allemand d'avoir rendu la justice aux Congolais que personne d'autre n'a pu permettre de rendre. Alors, François Manga Akoa, vous avez entendu un peu les arguments de M. Cheyembe. Quelle est votre réaction? Oui, merci. En fait, le sujet que nous abordons est un sujet très délicat, mais qui est vieux comme le monde. Il s'agit de la compétence universelle, qui en fait est un instrument de lutte contre l'impunité. Mais ne soyons pas naïfs. Nous sommes là dans un contexte du monde où le système de relations internationales est en train d'être changé, où ces règles qui sont fixées sont aussi bafouées par ceux-là qui les ont fixées. C'est ça qui fait qu'il y a mécompréhension, mais il reste que l'État allemand vient de faire un pas énorme dans ce que je peux dire l'humanisation des relations entre les États, entre les nations. Gerdankel, rapidement, comment réagissez-vous à ma question? Si on dit que ce genre de procès vise à combattre l'impunité pour que ceux qui ont commis quelque chose puissent répondre de leurs actes, alors est-ce qu'il faut comprendre que ça suffit déjà et qu'on ne doit plus se préoccuper, disons, de la bonne marche d'un tel procès? Parce qu'il y a la défense, par exemple, dans le cas de Mourwana Chiaka et Moussoni, la défense de ces deux personnes pense que le procès ne répondait pas vraiment aux normes internationales. Le problème, c'est que il faut trouver des preuves, les preuves qui sont vraiment solides. Et là, c'était le problème, le grand problème de la Cour ici chez nous, parce que avoir une pauvre maman congolaise qui a été violée une dizaine de fois, la confronter à une avocate allemande qui l'interroge, ça c'est vraiment c'est frustrant de voir ça, parce que l'avocate a bien sûr tendance à discréditer, à décourager le témoin, la pauvre maman qui a à peine fait l'école primaire. Donc ça c'est très compliqué. Mais faisons un parallèle avec ce qui s'est passé entre-temps devant la Cour pénale internationale. Moïla Cheyembe, vous vous souvenez sans doute qu'entre-temps la CPI avait eu l'idée de délocaliser certaines audiences dans le procès de Bosco Ntaganda, qui est un chef de guerre congolais également. La Cour, certes, par la suite, s'est rétractée. Donc, finalement, ce projet n'a plus eu lieu. Mais c'était bien pour quelque chose. La Cour poursuivait certainement un objectif en ayant eu l'idée de délocaliser ses audiences en RDC, Moïla Cheyembe. Enfin, l'objectif est que la justice soit, dans les meilleurs des cas, plus proche des victimes. Donc, ça, c'est l'idéal. Le reste, c'est de la spéculation. Je comprends bien les états d'âme des avocats ou les amis de bourreaux. C'est leur droit de s'exprimer, mais ça n'a rien à voir avec la justice qui a été rendue dans les conditions du possible. Comment réagit Gerdankel? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai déjà invité les procureurs allemands, les juges allemands à aller en RDC, à voir sur place, commencer à causer avec les victimes. Et ils n'ont pas voulu, ils ont dit non, c'est trop dangereux. Parce que là, les juges sont confrontés à des situations qu'ils n'ont jamais connues, à des situations... C'est ça. Et comme ça, ce qui s'est passé à Stuttgart, c'est un peu un procès comme dans un laboratoire. François Manga Akoa, dans quelle mesure pensez-vous qu'il est important quand même que le juge qui va juger une affaire comprenne quand même la sociologie dans laquelle se sont déroulés les faits, ainsi que les habitudes, peut-être aussi les coutumes? Dans quelle mesure est-il important que le juge connaisse tout ça? Le juge, pour rendre une justice vraiment adéquate, équitable, doit s'imprégner du dossier. Là, notre chercheur allemand, j'imagine les démarches qu'il a dû faire pour arriver à faire comprendre les enjeux. Quand je dis cela ne veut pas dire que je minimise ou je relativise le jugement qui a été rendu. Non, il s'agit de réunir tous
les paramètres pour rendre une justice équitable. Merci beaucoup. Moïla Tchiembe, est-ce que vous pensez aussi qu'il y va de l'éclatement de la vérité, que le juge puisse s'imprégner également des situations dans le milieu où les faits se sont déroulés? Vous comprenez bien que s'en tenir à ces détails, c'est ignorer le propos sur lequel nous sommes en train d'épiloguer. Ce sont des situations exceptionnelles. Vous savez que dans cette région du Kivu, la violence continue, même si elle est moins forte qu'à l'époque du M23. Emmener les juges de Surcarte dans ces coins lointains du Congo, à supposer qu'ils soient tués, ce serait de la responsabilité de qui? Il ne faut pas demander l'impossible non plus. Et on passe à vous la parole. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Congo Airways déploie ses ailes après l'arrivée de ces deux avions Airbus type A320 estimés à 25 millions de dollars chacun. La nouvelle compagnie nationale ambitionne de conquérir l'espace aérien local. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. 50 millions de dollars américains, c'est la somme déboursée par le gouvernement congolais pour l'achat de 2 Airbus de type A320 qui lancent les activités de la nouvelle compagnie aérienne nationale dénommée Congo Airways. Un pas vers le progrès est franchi. Mais le pari est loin d'être gagné dans ces pays de 2 385 000 km² avec ses plus de 50 aéroports et aérodromes. Et selon les instructions du président de la République, chef de l'État, il a instruit le gouvernement de la République pour que d'ici le mois à venir, que la flotte de Congo Airways puisse s'accroître de manière à passer de 2 à 4 ou sinon 6 pour que Congo Airways puisse être capable de satisfaire à la demande. Le coût du transport aérien en République démocratique du Congo a toujours été jugé exorbitant. La présence d'une compagnie nationale aérienne pourra contribuer à l'application de la mesure prise par le gouvernement de réduire de 30% les prix des billets d'avion. Tout ceci a pour effet justement de rendre fluide la circulation aérienne et de réduire le coût. Donc, au jour d'aujourd'hui, la situation est toute différente et on ne peut plus comprendre que les prix qui étaient appliqués jusque-là puissent perdurer parce que lorsque vous considérez quelqu'un qui est à l'intérieur de la République démocratique du Congo, qui doit aller d'une ville à une autre, il paye un billet plus cher que quelqu'un qui irait en Asie, qui irait en Chine, qui irait à Dubaï. En attendant l'acquisition des autres avions pouvant desservir les destinations étrangères, la compagnie prévoit de desservir pour l'instant les destinations nationales. Les vols inauguraux seront annoncés bientôt, affirment les autorités.